Nous avons tendance à voir dans le monde d'aujourd'hui le résultat d'une longue évolution qui serait arrivée à son terme, comme si plus rien ne pouvait bouger. Pourtant, le processus de l'évolution est toujours en marche et ne se résume pas à l'histoire d'un lointain passé peuplé de dinosaures ou d'hommes préhistoriques. Toutes les espèces vivantes, sans exception, continuent de se modifier, lentement, progressivement. C'est un cycle sans fin qui se poursuit de génération en génération. Les caractères génétiques et morphologiques se transforment, mais pas seulement. Les comportements changent eux aussi, car tout être vivant s'adapte en permanence aux modifications de son environnement. C'est le principe même de l'évolution en marche. Je m'appelle Jean-François Barthaud. Amoureux de la nature depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours tenté d'en comprendre les secrets. Passionné d'image, je suis tout naturellement devenu cinéaste animalier. Ce métier de globe-trotteur qui me conduit dans les endroits les plus reculés et sauvages de la planète me permet de partager mes aventures et mes découvertes. Cette fois, je pars en Arabie Saoudite, près de la ville de Taïf, située à 70 km de la Mecque. Le but de ce voyage, tenter de comprendre des interactions étonnantes dont j'avais été le témoin il y a une dizaine d'années entre des babouins et des chiens qui vivent à l'état sauvage. Normalement, les babouins devraient se tenir éloignés de ces meutes de chiens qui sont de redoutables prédateurs. Pourtant, aux abords de la ville de Taïf, j'avais observé une chose étonnante. Des babouins et des chiens sauvages vivaient ensemble. Un rapprochement que je n'avais jamais observé ailleurs. Quels intérêts communs pouvaient avoir conduit chiens et babouins à briser leur relation de prédateur-proie? Comment une société aussi inattendue avait-elle pu émerger? Pour tenter de le comprendre, avant mon départ, j'ai demandé à Dominique Lestel, philosophe et éthologue à l'École normale supérieure de Paris, spécialiste de l'intelligence animale, de m'aider dans ma démarche. Nous avons convenu de rendez-vous réguliers par Internet. Quelques heures d'avion et me voici en Arabie Saoudite, le pays où l'essence, 40 fois moins chère qu'en France, est meilleur marché que l'eau minérale. C'est tant mieux, car la seule voiture de location que j'ai pu trouver est sûrement très gourmande. Salam alaikum. Le plat? La ville de Taïf est située dans un désert de pierre aux allures de paysage lunaire. On dit que les populations qui la bâtirent mirent en place les principes de l'écriture arabe. Depuis l'incroyable essor de l'urbanisation et la fin du nomadisme qui a eu lieu en Arabie après la découverte de gaz et de pétrole dans les années 30, Taïf est devenue la 5e ville du royaume. Aujourd'hui, elle abrite plus de 50 000 habitants. Un phénoménal potentiel de nourriture pour les babouins hamadryas qui, opportunistes, profitent des ordures générées par les humains. Avec la certitude de se nourrir tous les jours et à moindre effort, ils sont des milliers à s'être installés autour de la ville en moins d'une cinquantaine d'années. Dès l'aube, je pars à la rencontre de la colonie de babouins que j'avais déjà filmée il y a 10 ans. Les babouins sont bien là. Pour les babouins hamadryas, appelés aussi babouins du désert, 2 choses sont indispensables pour s'établir quelque part.
avoir de l'eau et disposer d'un rocher dortoir à proximité pour se protéger des prédateurs tels que loups, hyènes, léopards et chiens sauvages. Ce groupe d'une taille exceptionnelle a choisi un terrain idéal. Une falaise d'une centaine de mètres de hauteur, à l'aplomb d'une retenue d'eau. Très vite, je constate, comme je l'avais observé lors de mon dernier voyage, que des chiens sauvages sont bien présents sur le territoire des babouins. D'ailleurs, je ne passe pas inaperçu. Sont-ils en train de signaler aux primates la présence d'un intrus? Je remarque également que d'autres chiens se trouvent au beau milieu des babouins, à l'intérieur même de leur dortoir. Qu'est-ce qui a pu amener des chiens sauvages à vivre de façon pacifique avec des babouins, alors qu'en toute logique, ils devraient les chasser pour les dévorer? Quel processus a pu conduire ce groupe de babouins à les accepter dans leur communauté? Tous les matins, les babouins abandonnent la sécurité de leur rocher dortoir pour aller se nourrir. La troupe compte plus de 800 individus. Le babouin hamadryas présente généralement une structure sociale de type harem. Un mâle dominant est à la tête d'une famille composée de plusieurs femelles et de leurs petits. Plusieurs familles constituent un clan, plusieurs clans, une bande, et plusieurs bandes, une troupe. Mais ce qui est tout à fait inhabituel ici, et encore jamais observé ailleurs, c'est qu'au sein même de cette troupe, il y a des chiens. En Arabie Saoudite, les chiens sont considérés comme des animaux impurs. Après avoir été domestiqués et longtemps utilisés comme gardiens de troupeaux, ils ont été finalement délaissés par les hommes depuis la fin du nomadisme lors du siècle dernier. Livrés à eux-mêmes, ils sont retournés à l'état sauvage et se sont regroupés en meute autour des villes. Comme les babouins, ils profitent des ordures générées par les humains. Je compte jusqu'à une trentaine de chiens vivant avec les babouins. Ce qui me surprend, c'est qu'ils semblent parfaitement intégrés à la communauté des primates, comme s'ils avaient été apprivoisés par eux. Quels intérêts ont ces deux espèces à vivre ensemble? S'agit-il d'un cas tout à fait singulier de mutualisme? Le processus de domestication exercé par les hommes a forcément laissé son empreinte sur le patrimoine génétique des chiens. Cette évolution a-t-elle pu à son tour favoriser le rapprochement avec les babouins? C'est le moment du départ vers la ville pour aller y faire les poubelles. Peu à peu, j'assiste à la dispersion des primates en plusieurs clans. Je remarque que seulement 3 ou 4 chiens les accompagnent. Pourquoi les autres chiens ne partent-ils pas eux aussi en ville se nourrir des ordures ménagères? Mais alors, que mangent-ils? En restant là, ces chiens adopteraient-ils un comportement territorial pour protéger une zone de vie qu'ils partagent avec les babouins? Cette autoroute n'est pas un problème pour les babouins et les chiens. Elle n'est pas encore ouverte à la circulation. Les babouins approchent maintenant d'une zone dangereuse, car ici, aux portes de la ville, rôdent de nombreuses bandes de chiens sauvages. Et ces chiens-là ne font pas du tout partie de la troupe des babouins et de leurs chiens alliés. Bien au contraire. Ce sont des prédateurs organisés qui chassent en meute. Et le babouin est pour eux une ressource alimentaire synonyme de survie. Les babouins sont à découvert. Ils s'engagent en file indienne sans perdre de temps. Et ils ont raison, car une bande de chiens ennemis déclenche une attaque.
Un des assaillants est immédiatement pris à partie et repoussé par 3 chiens qui escortent les babouins. Mais le nombre de défenseurs ne semble pas suffisant. Et au moins 2 babouins sont victimes des chiens sauvages. Je suis impressionné par ce que je viens de filmer. Des chiens qui attaquent d'autres chiens pour défendre des babouins. J'ai rendez-vous avec Ahmed Boug, directeur du National Wildlife Research Center, avec qui j'avais tourné un film il y a 10 ans. J'ai hâte de lui faire part de mes interrogations. Ahmed est primatologue et spécialiste des populations de babouins en Arabie Saoudite. Est-ce que les chiens protègent le territoire des babouins? Il nous est arrivé, pendant nos observations sur le terrain, de constater que les chiens, qui sont des chiens adoptés, se déplacent effectivement avec les familles de babouins. Et si jamais des chiens sauvages attaquent les babouins au moment où ils traversent des zones exposées, alors les chiens adoptés prennent la défense des babouins en attaquant à leur tour les chiens sauvages. Ahmed me confirme bien que certains chiens sont adoptés et vivent au cœur de la troupe des babouins. Il s'agit d'un phénomène encore jamais observé ailleurs. Je suis très impatient d'en parler avec le philosophe-éthologue Dominique Lestel, de l'École normale supérieure de Paris, pour savoir ce qu'il pense de ces étonnants comportements. Salut Jean-François, ça va? Salut Dominique, tu me vois bien? Ouais, je te vois bien, et je suis en train de regarder les images. Je suis bluffé, elles sont formidables, hein, ces images. Elles sont très, très impressionnantes et problématiques. La protection que les chiens semblent donner aux babouins me semble devoir être plus comprise comme une protection que les chiens donnent à la société mixte babouin-chien. Ce qui est important, c'est non pas de distinguer les chiens et les babouins, c'est plutôt de distinguer ceux qui sont dans la société et ceux qui sont à l'extérieur de la société. Est-ce qu'on peut parler de domestication? Ça me plaît beaucoup cette idée que les babouins ont domestiqué les chiens pour se protéger, mais l'explication symétrique marche aussi bien, c'est-à-dire l'explication selon laquelle les chiens se sont emparés d'un troupeau de babouins, prennent soin d'un troupeau de babouins qui, d'une manière ou d'une autre, leur appartiendrait. Alors on peut aussi trouver une autre possibilité encore qui serait que les babouins et les chiens mettent en place une société mixte avec des chiens qui se babouinisent et des babouins qui s'enchiénisent de façon à pouvoir vivre ensemble. Et donc les uns et les autres se défendent mutuellement et se défendent eux-mêmes. C'est quelque chose qui est intéressant et qui me plaît beaucoup, qui a été peu étudié à ma connaissance par les spécialistes, qui est de savoir comment des sociétés composées de plusieurs espèces animales réussissent à vivre ensemble. Un élément de réponse pourrait bien venir du rôle facilitateur des hommes. Pour de nombreux habitants de Taïf, les babouins sont une véritable attraction. Les Saoudiens ont pris l'habitude de leur apporter à manger tous les jours au pied de leur dortoir, avant la tombée de la nuit. Cette manne providentielle semble autoriser des cohabitations improbables. J'assiste alors à une chose peu banale. Les chiens mangent en même temps que les babouins. Ils sont les uns collés aux autres, comme s'ils faisaient partie d'une seule et même famille. Je comprends maintenant comment se nourrissent les chiens qui n'accompagnent pas les babouins faire les poubelles en ville. En fait, c'est la nourriture qui vient à eux. Ce qui peut expliquer aussi pourquoi ces chiens-là n'ont pas besoin de chasser les primates pour se nourrir. En restant là toute la journée, ils protègent de fait le territoire de l'intrusion de prédateurs. C'est un cas de figure extrêmement intéressant dans lequel il y a un apport massif de nourriture de l'extérieur qui structure toute la société de façon globale. Les babouins et les chiens peuvent vivre ainsi de façon communautaire parce qu'il n'y a pas de compétition
pour la nourriture des uns vis-à-vis des autres. Et du coup, il y a du temps de libre qui est donné aux uns et aux autres qui permettent de pouvoir développer un certain nombre de relations sociales, un certain nombre de voisinages, de convergences, de proximité les uns avec les autres, qui seraient tout simplement impensables dans des cas de figure plus naturels, entre guillemets. On peut considérer qu'il y a 3 statuts qui sont bien distincts dans cette société. Il y a ceux qui donnent à manger, il y a ceux qui mangent avec et ceux qui sont mangés. Et le statut n'est pas donné a priori, il n'est pas par essence. C'est-à-dire que ce statut est donné par l'action qui est faite au moment de l'interaction avec les autres membres du groupe. Toi, par exemple, Jean-François, tu as choisi un statut de celui qui donne à manger quand tu distribues les cacahuètes aux babouins. Mais tu pourrais aussi bien avoir un autre statut, choisir un autre statut qui est celui de manger en même temps que les babouins. Et là, tu serais membre de la société, tu serais un babouin honoraire. Dans cette société d'abondance, il y a encore plus surprenant. Une 3e espèce semble faire partie de cette communauté, le chat. En Arabie Saoudite, comme les chiens, les chats vivent à l'état sauvage car la religion interdit de laisser pénétrer l'un ou l'autre dans sa maison. Les chats, proie potentielle pour les chiens, semblent aussi bien fragiles face aux babouins. Pourtant, ce que j'observe me donne l'impression que ces chats, tout comme les chiens, sont parfaitement intégrés à la société des babouins. J'aurai donc en face de moi une société mixte constituée de 3 espèces qui n'ont rien à faire ensemble. Une situation extrêmement rare dans le monde animal, rendue possible par une 4e espèce, l'homme. Les babouins passent très peu de temps à chercher de la nourriture puisque celle-ci leur est apportée chaque jour à domicile. Ils disposent donc de beaucoup de temps libre. Baignés dans le confort de leur mode de vie et protégés des prédateurs par leurs chiens adoptés, les babouins peuvent se détendre et se laisser aller à l'un de leurs passe-temps préférés, le toilettage. Une activité essentielle pour maintenir l'harmonie dans la famille. Cela permet d'éliminer les parasites, mais surtout de montrer l'attention que l'on porte à l'autre. C'est l'équivalent de la conversation chez nous. L'expression du lien social par excellence. C'est par ces actes que s'entretiennent amitié et complicité. Comportement tout à fait singulier, les chiens et les chats reçoivent aussi de la part des babouins ces attentions très familiales, signe de leur totale intégration au sein du clan. Comme chez les humains, les petits sont au cœur de la famille. Si les femelles font preuve d'un instinct maternel sans faille, tous les membres du clan redoublent de vigilance et d'attention pour protéger les jeunes et les aider pendant la période cruciale d'apprentissage. Les bébés babouins sont des proies faciles pour les chiens ennemis. Celui-ci porte les traces d'une profonde morsure et cherche l'apaisement dans les bras de sa mère. Chez les babouins hamadryas, il existe une codification précise des gestes et des attitudes dans l'établissement des rapports sociaux. On se dit bonjour en montrant son postérieur ou ses organes génitaux. On se touche ou on simule l'acte de reproduction. Ce sont des signes de politesse
d'acceptation, de respect et de tolérance mutuelle. Ce qui est très étonnant ici, c'est que chiens et chats bénéficient des mêmes échanges que les membres du clan. Ils semblent si intégrés à cette troupe de babouins et leur société que je me demande s'ils n'en apprennent pas les codes les plus subtils. Les jeunes mâles à Madrias sont rejetés de leur famille dès qu'ils deviennent adultes, vers l'âge de 3 ans. Pour fonder un harem et devenir mâles dominants à leur tour, il y a 2 solutions. Ils vont devoir soit séduire, soit kidnapper une femelle. C'est une opération dangereuse, avec les mâles sans cesse prêts à défendre leur précieux harem. Le rapt, souvent violent et très rapide, fait partie de la culture des babouins à Madrias. Une fois le harem créé, la lutte est sans pitié entre les mâles. Ils doivent sans cesse tenir à distance leurs concubines de la convoitise des autres mâles. Et mordre l'une d'elles au cou est un rappel à l'ordre très courant. Régner, c'est bien, mais plus le harem devient important, plus il devient difficile pour le chef de famille d'y garder ses femelles. C'est alors qu'entre en jeu la politique des alliances. Un mâle dominant peut ainsi capturer un autre mâle pour s'en faire un allié fidèle qui l'aidera à défendre le harem. En échange, ce dernier profitera de privilèges. Et si un jour le chef de famille vient à disparaître, alors il prendra sa place. Soudain, un cri derrière moi attire mon attention. Un chiot semble perdu au cœur du territoire des babouins. Enfin, il aperçoit sa mère. Mais la chienne refuse visiblement de l'allaiter. On dirait même qu'elle profite du terrain escarpé pour s'éloigner et l'abandonner au milieu des babouins. Cette chienne vit ici à l'intérieur du territoire des primates, car elle fait visiblement partie de la trentaine de chiens qu'ils ont adoptés. Mais qu'en est-il de son chiot ? Serait-elle en train de le leur confier? Est-ce un comportement habituel ici? C'est fort possible, car dès le lendemain matin, au pied du dortoir des babouins, je retrouve la petite chienne marron. Elle est en compagnie d'autres chiots, eux aussi livrés à eux-mêmes. On dirait qu'ici, les petits chiens de différentes portées se rassemblent et s'accommodent du manque de présence maternelle. Pour autant, ils ne sont pas seuls. Ils sont au milieu des babouins. Un chien adulte vient même leur rendre visite et jouer avec eux. J'ai l'impression que ces chiens ont un comportement très semblable à celui de leurs ancêtres les loups. Comme eux, ils rassemblent leurs petits dans des zones bien définies en les confiant à la surveillance de jeunes adultes. Les babouins, toujours présents autour des chiots, joueraient-ils à leur tour un rôle dans leur surveillance et leur éducation ? En tout cas, toute cette attention n'empêche pas les petits chiens de se protéger par eux-mêmes des prédateurs. Ils ont trouvé une tanière où ils sont les seuls à pouvoir se frayer un chemin.
Tout est calme lorsque soudain j'assiste à un comportement spectaculaire. La petite chienne marron est en train de se faire kidnapper sans ménagement par une femelle babouin. Est-ce là le point de départ de la construction de cette société mixte babouin et chien ? Une explication possible de ce rapt pourrait bien se trouver dans l'organisation même de la société des babouins hamadryas. Selon les primatologues, la structure close en harem pourrait être responsable d'une frustration chez les jeunes femelles n'ayant pas encore de petits. Le rapt d'un chiot compenserait alors ce manque. La petite chienne marron semble avoir trouvé, malgré elle, une famille d'adoption. Je pense que ce comportement de kidnapping n'est visible que parmi les groupes commensaux, ici nourris par les hommes. Et ces animaux sont incroyablement nombreux. Et tout cela, c'est uniquement parce que des gens les alimentent tous les jours. Certains déposent même de la nourriture au pied des dortoirs. Ici, l'abondance de nourriture est telle par moment que babouins, chiens et chats mangent en même temps. Comme il n'y a pas de compétition, tout se passe de façon pacifique. Mais dès que la quantité de nourriture apportée par les hommes commence à s'épuiser, la loi du plus fort reprend aussitôt le dessus. Certains plus malins anticipent et s'éloignent discrètement en prenant soin toutefois d'emmener avec eux quelques provisions. Si ce chat attend son tour pour manger, c'est qu'il est intégré à cette famille, sinon, il irait se nourrir plus loin. Ici, la place ne manque pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un animal comme le chat est capable de s'adapter non seulement à des environnements physiques, mais aussi à des environnements plus abstraits, à des environnements cognitifs, à des environnements psychologiques, à des environnements même politiques, puisque dans le cas de ces sociétés de babouins, on a affaire à des sociétés très politiques. Cette scène où j'ai vu un chat qui se babouinisait, qui adoptait des comportements de babouin, par exemple en laissant le pacha manger avant lui, c'est un comportement qui est très intéressant, qui montre que le chat a compris qu'il devait suivre un certain nombre de règles pour pouvoir survivre dans une société qui était très massivement babouine, et que s'il n'avait pas attendu, il serait mort depuis longtemps. On est dans des situations où, si tu veux vivre dans un groupe, il faut mieux adopter un certain nombre de règles du groupe pour pas t'exposer à des dangers dont tu te remettrais difficilement. Comme les chiens qui vivent ici, ces chats ont eux aussi été intégrés dans la société des babouins. De la même façon, ils en ont appris les codes sociaux. Mais les chats semblent avoir établi des rapports de confiance avec les babouins, qui vont encore plus loin. Il y a entre eux une sorte de relation affective troublante. On
On peut se poser la question de savoir si la raison pour laquelle les chats vivent avec les babouins est une raison de protection, par exemple, c'est-à-dire que les chats seraient protégés des chiens par les babouins ou quelque chose de ce type. Je pense que c'est en partie vrai, mais que ce n'est pas suffisant pour rendre compte de ce qui se passe. C'est-à-dire que l'explication fonctionnaliste n'est que partielle. Ces chats ont un intérêt à jouer avec les babouins, c'est un intérêt sémiotique, c'est-à-dire qu'ils y trouvent du sens, ils y trouvent un certain nombre de significations, et puis un certain nombre de plaisirs. Je pense que c'est tout simplement agréable de jouer avec les babouins, que c'est marrant, que c'est fun, et que cette dimension doit également être prise en compte. Tous les soirs, les babouins prennent la direction de leur dortoir, accompagnés des chiens et des chats adoptés. Mais si la majorité des chiens s'arrêtent près de l'espace où les babouins vont dormir, les chats, eux, vont y passer la nuit. Comme pour les babouins, la falaise leur offre une protection contre les prédateurs. Aujourd'hui, il se passe quelque chose de très étrange. Les babouins ont totalement disparu. Ne les trouvant nulle part, ni en ville, ni dans la vallée qu'ils traversent pour s'y rendre, je décide d'aller voir s'ils sont restés près du pont en construction, au pied de leur dortoir. Là non plus, pas l'ombre d'un babouin. À ma grande surprise, je les retrouve dans leur dortoir alors qu'ils devraient l'avoir quitté depuis les premières lueurs du jour. Ils se sont réfugiés dans les parties les plus verticales de la falaise. Que se passe-t-il ? Des femelles babouins montent la garde. Les chiens adoptés semblent très nerveux. Qu'est-ce qui peut les inquiéter tous à ce point? Soudain, un cri. C'est une alerte. Aussitôt, c'est la panique générale. Je remarque que les chiens adoptés ne fuient pas. Feraient-ils face au danger? Je comprends ce qui se passe. Les babouins sont victimes d'une attaque de chiens sauvages. Encerclés, ils sont prisonniers au cœur de leur propre territoire. Impossible pour eux de quitter le dortoir. Les babouins sont terrorisés. Les chiens adoptés sont-ils incapables de repousser les agresseurs dans ce terrain trop vertical pour eux? Les babouins sont extrêmement agiles et pour les prédateurs,
Cette partie de chasse dans la falaise doit être très difficile. Pourtant, ils ne relâchent pas la pression. Ils doivent être affamés. Les heures se succèdent et pour les babouins hamadryas, la situation devient vraiment critique. Il fait 45 degrés. Il n'y a pas d'ombre sur la paroi surchauffée. Et ils n'ont toujours rien mangé depuis hier. C'est la fin de l'après-midi. Les chasseurs viennent de faire au moins une victime, un jeune babouin. Une bien maigre pitance après toute une journée de poursuite. De leur côté, les babouins se protègent d'une nouvelle attaque nocturne en se réfugiant dans les parties totalement verticales de la falaise. Aujourd'hui, ils n'ont pas pu quitter leur dortoir. Au stress qu'ils ont vécu pendant toute la journée sous un soleil de plomb, va se succéder celui d'une nuit passée le ventre vide, dans l'inconfort total, et tous éloignés les uns des autres. Aujourd'hui, je retrouve la petite chienne marron qui a été kidnappée il y a quelques jours. Elle est au milieu d'une famille de babouins. Le mâle dominant fait preuve d'autorité envers elle. C'est un comportement étonnant. J'ai l'impression qu'il lui enseigne les codes de la société babouine. Cet apprentissage n'est-il pas le signe d'un début d'adoption, donc d'intégration de ce chiot dans une famille de babouins ? On peut se demander s'il n'y a pas une stratégie d'accommodement du chien à la société de babouins par les babouins, c'est-à-dire que si ce kidnapping ne peut pas être mobilisé également pour babouiniser le chien et en faire par la suite un protecteur, pas nécessairement un protecteur des babouins, mais au moins un protecteur de la société mixte babouin-chien. Aux portes de la ville de Taïf, j'ai découvert une société mixte, une communauté interespèces composée de babouins, de chiens et de chats. Est-ce là un cas unique en Arabie Saoudite ? Ahmed Boug m'assure que non. Et il me propose de me faire découvrir un cas similaire à 400 km d'ici, tout près de la frontière avec le Yémen. Les conditions climatiques à An-Namas n'ont rien à voir avec celles de Taïf. Nous sommes en montagne, et même sous cette latitude, il fait froid.
Mais la rigueur du climat ne semble rien changer. À peine arrivé, je constate qu'ici aussi, aux portes de la ville, babouins, chiens et chats cohabitent et se nourrissent ensemble. Je retrouve exactement les mêmes comportements que j'ai observés à Taïf. Cette situation semble confirmer que ce sont bien les humains qui, en nourrissant ces animaux, sont les initiateurs de ce rapprochement entre les trois espèces. Pourtant ici, à An-Namas, la situation pour les babouins est très différente de celle de Taïf. Nous sommes dans une ville de villégiature, et actuellement, c'est la saison morte. Si pendant les périodes de vacances, les babouins sont très bien nourris par une foule de touristes, qu'en est-il le reste de l'année dans une ville pratiquement déserte? De quoi se nourrissent-ils? Le genévrier est pour les babouins l'une de leurs ressources principales. Ils mangent les graines, les fleurs, les feuilles et également l'écorce de l'arbre. Si on analyse la stratégie du babouin Amadrias, on se rend compte qu'il garde toujours un contact avec la végétation. La situation de cette ville de villégiature montre qu'un pourcentage même minime de nourriture apportée par les humains suffit à contaminer la société des babouins et à l'ouvrir à une perspective plurispécifique dans laquelle des individus d'espèces différentes peuvent vivre plus ou moins harmonieusement à l'intérieur du groupe. Ça, c'est très intéressant à filmer. C'est le petit qui tète sa mère alors qu'il est en train de dormir. Ce que l'on peut voir ici dans ce harem, c'est que toutes les femelles ont un petit, ce qui est tout à fait caractéristique des groupes commensaux, c'est-à-dire ici en Arabie, qui profitent de la nourriture des hommes. Ils sont suralimentés, ce qui n'est pas le cas dans les groupes sauvages, où l'on ne voit pas chaque femelle avec un bébé. Mais fais attention parce que la caméra est en train de tourner. Oui, on voit sa glotte remuer. Que du bonheur. La survie des bébés dans les groupes commensaux est supérieure à celle des bébés dans les groupes sauvages, car la nourriture disponible reflète la quantité de lait procuré par les mères à leurs bébés. Ahmed Boug me confirme qu'en Arabie Saoudite, les chiens appartiennent pour la plupart à la race des Canaan Dogs. Cette race très ancienne, dont les origines sont situées en Palestine, est réputée, tout comme le babouin Amadrias, pour ses facultés à s'adapter à un milieu désertique. Ces chiens avaient la réputation pendant la période du nomadisme d'être de très bons gardiens de troupeaux. Serait-il possible que ce soit cette aptitude qui ait favorisé leur rapprochement avec les babouins? Continueraient-ils naturellement à jouer ce rôle parmi les primates? En tout cas, même si aujourd'hui les chiens ne sont plus sous contrôle humain en Arabie Saoudite, une très ancienne domestication par les nomades les avait génétiquement prédisposés à se faire adopter par des babouins. Un mâle adulte vient de se saisir d'un très jeune babouin. Suis-je en train d'assister à un rapt? Non, les choses sont bien pires. Ce mâle s'apprête à tuer ce petit. The infanticides
L'infanticide peut survenir par exemple quand le pacha a disparu à cause d'un accident, des blessures sévères ou quelque chose comme ça. Alors, un autre mâle dominant du clan ou de la bande va vouloir s'approprier cette femelle. Et si elle a déjà un petit, il va le tuer pour rendre la femelle réceptive rapidement à la procréation. Il sera ainsi certain de créer sa propre descendance. Les chiens protégeant la zone de l'arrivée d'éventuels prédateurs tels que loups, léopards ou hyènes, les babouins profitent à loisir de leur société de confort. Petits et grands s'en donnent à cœur joie dans le parc de jeux déserté une bonne partie de l'année par les enfants. La mère dont le bébé a été tué par le mâle dominant garde auprès d'elle la petite dépouille. L'attachement des femelles pour leur bébé est tel qu'elles sont capables de continuer à les emmener partout avec elles, plusieurs semaines après leur mort. La perte d'un petit est une énorme frustration pour la mère. Serait-ce là une autre explication possible des rapts de chiots dans la société des babouins? À peine de retour à Taïf, j'assiste à un comportement très étrange. Une femelle transporte un chaton mort, exactement comme je l'ai observé hier à An-Namas, avec la mère qui transportait la dépouille de son bébé. Quel était le statut de ce petit chat? Cette femelle l'avait-elle adopté? Armen m'a expliqué que l'infanticide était un comportement connu du mâle babouin Hamadryas, une façon d'assurer la transmission de ses gènes. Ce chaton aurait-il été considéré comme une descendance concurrente? Chose curieuse, cette femelle est adulte et le mâle la sollicite clairement pour se reproduire. Quand on fait des films animaliers, il y a des moments incroyables où on est le témoin privilégié de comportements inattendus, qui s'enchaînent les uns aux autres, sans vous laisser le temps de souffler. Et c'est justement le cas à présent. Voici un deuxième chaton mort, mais cette fois, il est transporté par un mâle. On n'a pas forcément affaire au même phénomène dans le cas où c'est la femelle babouin qui transporte un petit chaton et qui est sollicité par le pacha sexuellement, et la séquence dans laquelle on a le mâle qui transporte le petit chat mort. Dans les deux cas, on a un petit chat mort, mais le statut de ce petit chat mort n'est pas forcément le même dans les deux cas. Dans le cas de la femelle, on a peut-être affaire à un ex-animal qui a été chéri. Dans le cas du mâle, on a plutôt affaire à une poupée, à un doudou. Il fait bien attention de toujours le prendre avec lui, même dans une situation un peu de crise. Il fait très attention que les autres ne lui piquent pas. Il est attaché à ce petit chaton, mais il est attaché à ce petit chaton comme on peut être attaché à une chose, pas à un être cher qu'on a perdu.
matin, aux premières lueurs du jour, je suis en place pour assister au rassemblement quotidien des babouins avant leur départ vers la ville, lorsqu'un cri d'alerte retentit. Les babouins sont-ils de nouveau attaqués par des chiens sauvages? Non, un ennemi redoutable. Une hyène rayée s'est introduite sur leur territoire. Les babouins et les chiens font face, tous ensemble. Mais je remarque très vite que lorsque le nombre de chiens est suffisant pour repousser la hyène, les babouins restent alors en retrait. Chasseur solitaire, la hyène rayée est un prédateur qui possède une mâchoire extrêmement puissante, capable de briser les os les plus durs. Cette action commune montre bien que babouins et chiens appartiennent à une même société et qu'ils défendent ensemble un même territoire. En quelques dizaines d'années, un temps incroyablement court à l'échelle de l'évolution, une société multi-espèces est apparue en Arabie Saoudite. Un phénomène encore jamais observé ailleurs. La domestication des chiens et des chats pratiquée par l'homme depuis un lointain passé est-elle en train de commencer sous nos yeux chez les babouins hamadryas ?